Le 11 novembre dernier, c'était le jour du souvenir. On en parle aujourd'hui à l'émission avec le président de la Société d'histoire de Buckingham, M. Michel Riberdy. Bonjour à vous à la maison. Merci d'être avec nous, soit sur les ondes de TVC Basse-Lièvre ou Ma TV Outaouais. Mon nom est Mathieu Daou. Bienvenue à Tribune locale. Mon invité aujourd'hui, je le disais en entrée de jeu, M. Michel Riberdy, président de la Société d'histoire de Buckingham. M. Riberdy, bonjour. Bonjour. C'est avec moi, c'est votre deuxième entrevue en studio. La première fois, c'était pour parler de la Société d'histoire. Aujourd'hui, c'est pour parler du 11 novembre, le jour du souvenir. Cette journée-là, il y a plusieurs cérémonies qui se sont déroulées un peu partout à l'échelle du pays. Il y en a eu ici à Buckingham, notamment, deux cérémonies. Vous allez voir des images au cours de la prochaine demi-heure, au cours de l'émission. C'était normal de vous inviter parce qu'on voulait en parler de façon locale. Vous êtes un passionné d'histoire. Vous offrez des conférences aux cadets de Buckingham depuis les 3 dernières années. Et, il faut le dire, vous êtes un ancien des Forces armées, surtout pour le service des renseignements, si je ne m'abuse. Et je vois des médailles sur votre veston. Ça représente quoi pour vous, ça, M. Riberdy? Il y a deux médailles. Celle qui a le ruban rouge, c'est la médaille de la décoration canadienne. C'est celle qui est donnée à tout militaire pour bonne conduite après une période de 12 ans. Et après ça, à chaque 10 années de service, par exemple, à 22 ans de service et à 32 ans de service, il y a une barrette qui est ajoutée. Donc, dans mon cas, moi, j'ai eu une barrette, donc pour un minimum de 22 ans de service. J'ai fait 25 ans, donc c'était pas assez pour avoir la deuxième barrette. Et celle avec le ruban bleu et le ruban blanc, c'est la croix du service méritoire. C'est la plus haute de 2 décorations au Canada pour le mérite. Le mérite, dans ce cas-ci, c'est le mérite militaire. Et dans mon cas à moi, c'est pour les actions que j'ai faites en 1989, quand j'étais à l'ambassade du Canada, en Chine, à Beijing, durant la rébellion des étudiants sur la place Tiananmen. Quand même impressionnant. Félicitations pour ces deux distinctions-là. J'imagine que vous ne portez pas ça tous les jours. Est-ce qu'on en profite le 11 novembre pour porter ces médailles-là? Oui. Mais en toute humilité, dans le sens que quand j'ai des plus aînés à côté de moi ou des vétérans à côté de moi, j'ai plutôt tendance à mettre un manteau par-dessus des fois. On va commencer par le commencement. Je parlais de conférence tantôt pour les cadets de Buckingham. Vous en avez fait une il y a quelques jours. Et d'entrée de jeu, vous avez parlé de l'origine du jour de souvenir. Quel est-il, M. Riberdy? L'origine du jour du souvenir, en début, ça s'appelait la journée de l'armistice. C'est-à-dire qu'en 1918, après 4 ans de guerre, la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, à la fin de la guerre, on déclare l'armistice, la paix. Et donc, pour commémorer et non pas célébrer, on ne célèbre pas le jour du souvenir, on commémore le jour du souvenir. En tout respect, entre autres, pour tous ceux qui sont décédés au combat, pour tous ceux qui ont commis le sacrifice ultime. Et au travers des années, ça fait quand même 100 ans, là, au travers des années, on va rajouter d'autres conflits. Donc, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, guerre de Corée, guerre du Golfe, les opérations de paix des Nations unies et le dernier grand conflit que le Canada est impliqué, c'est le conflit en Afghanistan. De quelle façon, on peut le rappeler, comment le Canada s'est distingué dans ces guerres-là? Surtout à la Première Guerre mondiale, on fait partie des colonies britanniques à l'époque. Le Commonwealth. Le Commonwealth, justement. Mais on n'est pas les seuls, là. Il va y avoir aussi la Nouvelle-Zélande, il va y avoir les Australiens, entre autres, les Britanniques eux-mêmes. Donc, on va tous être sous le commandement au début d'un Britannique, d'un général britannique sur le front contre les forces qui nous opposent à l'époque. Mais tranquillement et graduellement, nos officiers vont se distinguer à travers la Première Guerre mondiale. Et il y a certaines batailles, des batailles extrêmement vives, que les Canadiens vont démontrer un courage extraordinaire. Et on va être mis à dure épreuve, là. Par exemple, la bataille de Ypres, qui est en Belgique, on va être parmi les toutes premières troupes qui vont être les victimes de gaz chimiques, par exemple. Et donc, ce qui va arriver, pour commencer, le pourcentage de gens qui ont été à la guerre. À la Première Guerre mondiale, on perd environ
600 quelques mille soldats et plus qui ont été là-bas, ce qui représente environ 7 de la population. Ce qui est 7 quand même beaucoup. c'est beaucoup, il faut le dire. Là. Oui, c'est une population d'environ 8 millions à l'époque et tout. Et par après, dans les conflits qui vont suivre, il y a deux choses qui vont se produire. La population va augmenter et le nombre de gens qu'on va envoyer va diminuer. Donc, par exemple, le dernier conflit en Afghanistan, c'est très différent. Là. On a une population de 30 quelques millions de personnes et il y a environ 40 quelques mille des membres des Forces armées canadiennes qui vont aller en Afghanistan, ce qui représente environ 1/8 de 1 donc 60 quelques fois moindre, si on veut. Ça n'empêche pas qu'il y en a qui se sont quand même sacrifiés. Sur votre veston, on remarque aussi que vous portez un coquelicot. Je ne m'en suis pas procuré un cette année, mais bon, vous en avez un symbole assez symbolique ici au Canada pour honorer tous ceux qui sont morts en service. Pourquoi, on peut le rappeler, pourquoi un coquelicot? C'est que sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, en Europe, le coquelicot est une plante native, indigène aux endroits, et elle favorise beaucoup les terrains où ce que la terre a été mise à découverte et où ce que les racines ont été exposées, retournées, si on veut. Normalement, dans les champs de fermiers, ça a été labouré. Si on laboure les champs, ça va favoriser sa croissance. Dans un champ de bataille où ce qu'on a des tranchées, où ce qu'on a des explosions, on a des obus qui retournent la terre et tout, eh bien, c'est une plante très prolifique. Et les soldats de la Première Guerre mondiale, à certaines époques de l'année, voyaient apparaître ces fleurs rouges-là sur le champ de bataille. Donc, c'est vraiment un emblème très distinct et qu'effectivement, pour la mémoire de la Première Guerre mondiale, c'était vraiment l'emblème indiqué, et même pour les autres guerres aussi. Ici, à Buckingham, bon, il y en a des gens qui sont décédés durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un cénotaphe qui est près de l'ancien hôtel de ville sur la rue McLaren-Est. Je ne le savais même pas, vous me l'avez appris il y a quelques jours. Bon, d'ailleurs, les gens se sont rassemblés là dans le cadre de 2 cérémonies qui ont eu lieu, bon, le 11 novembre dernier. Qu'est-ce que vous avez observé avec ce monument-là, M. Réberdy? La première cérémonie, c'est que traditionnellement, l'armistice est arrivé le 11 novembre 1918 à 11 heures. Donc, par tradition, par après les années qui vont suivre, on va commémorer exactement à 11 heures le 11 novembre. Il y avait donc une militaire en uniforme à 11 heures ici à Buckingham et quelques vétérans. Il y avait environ une dizaine de personnes en tout. Et la dame était stationnée à Kingston, était en visite ici à Buckingham, et elle ne savait probablement pas qu'il y avait une cérémonie officielle qui était pour avoir lieu un petit peu plus tard. Donc, à 2 heures de l'après-midi, c'était la cérémonie officielle, ce qui donne le temps aux gens de voir, par exemple, à la télévision, toute la cérémonie qui a lieu à Ottawa exactement à 11 heures. Et vers les 2 heures de l'après-midi, c'était le corps de cadets de Buckingham qui portait respect au cénotaphe et en même temps nos politiciens, les familles des cadets qui étaient là et des militaires. En tout et partout, il y avait environ une centaine de personnes. Ma question était plus davantage, je veux savoir qu'est-ce qu'on retrouve sur le cénotaphe. Le cénotaphe, exactement. Merci. Sur le cénotaphe, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve 3 plaques. Il y a une grande plaque pour la Première Guerre mondiale, une aussi grande plaque pour la Deuxième Guerre mondiale et une petite plaque pour la guerre de Corée, parce qu'il n'y a personne de Buckingham qui a servi, pas qui a servi, mais qui est décédé durant la guerre de Corée. Sur la plaque de la Première Guerre mondiale, il y a environ 35 noms qui sont écrits dessus. Et il y en a quelques-uns qui méritent de s'y attarder. Leur histoire est très intéressante. Par exemple, il y a 2 frères, les frères Cheney. Donc, on a Oliver Cheney et William Cheney, les deux du canton de Buckingham, qui vont servir dans un régiment anglais. Et ils vont décéder les 2 sur le même champ de bataille le même jour, le 9 avril 1918, sur le premier jour de la bataille de Vimy. C'est donc pas seulement qu'à Hollywood, dans le cinéma, par exemple, de sauver le soldat Ryan, où il y avait des membres de la même famille qui décédaient. On en a un exemple frappant, ici même à Buckingham. Là. Il y avait ces 2 frères-là, mais il y avait aussi, si je ne me trompe pas, un fils d'un ancien maire ici à Buckingham qui a été à la guerre, qui est décédé, c'est ça? C'est pas l'ancien maire, c'est le fils du maire actuel de Buckingham durant la Première Guerre mondiale. Donc, durant la Première Guerre mondiale, on a M. John Fergie Higginson, qui est maire de Buckingham, et il y a 3 enfants. Son fils unique, dans le sens, c'est le seul garçon.
Son garçon va aller à la guerre, il est jeune, il a 18 ans à l'époque, et il est second lieutenant d'artillerie, et il va décéder le 30 novembre 1918. Ça va donc faire bientôt 100 ans qu'il va être décédé. Et une des raisons particulières pourquoi lui, je m'en souviens un peu plus, c'est qu'il est un petit peu plus documenté que les autres, dans le sens que sa famille étant un peu plus à l'aise, ils ont décidé d'ériger 2 vitraux à l'église Saint-Andrew sur l'avenue de Buckingham. Donc, parmi les nombreux vitraux qu'on retrouve dans l'église, il y en a 2 qui sont les portraits du lieutenant Higginson qui sont là, justement. On parle de vétérans, d'anciens combattants. C'est quoi la différence entre les deux? Anciennement, on désignait d'anciens combattants les gens qui avaient participé au conflit, qui avaient été à la guerre. Et éventuellement, ça fait au moins une décennie, si ce n'est pas un peu plus, on a décidé d'inclure tous les membres des Forces armées canadiennes, donc ceux qui ont, par exemple, qui ont été en devoir durant des missions de la paix et des conflits qui sont peut-être pas déclarés comme guerre, mais quand même qui sont des conflits. Donc, la définition va changer graduellement. Et aujourd'hui, on ne parle plus d'anciens combattants, on parle de vétérans. Donc, tout membre des Forces armées canadiennes qui a reçu une décharge honorable se qualifie comme vétéran. Ici à Buckingham, on en a un parc des anciens combattants. On en parle au retour de la pause. Restez avec nous, on vous revient dans quelques secondes. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, ici, c'est fait de quoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super content d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des apothicaires, ça m'aide beaucoup. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. On est de retour à l'émission Tribune locale, toujours en compagnie de Michel Riberdy, président de la Société d'histoire de Buckingham. Du côté ouest de la rivière du Lièvre, à Buckingham, il y a un parc des anciens combattants où on retrouve notamment un ancien canon. Monsieur Riberdy, qu'est-ce qu'il représente, ce parc-là? Le parc représente les anciens combattants, les vétérans. Et en 1965, la ville de Buckingham a reçu, on démantelait à l'époque le navire en question. C'était une frégate qui s'appelait le Buckingham, qui a servi dans les dernières années de la Deuxième Guerre mondiale. Et après ça, la frégate a servi comme navire-école. Et en tout dernier, c'est elle qui va être la plateforme expérimentale, le prototype, pour recevoir un hélicoptère. Donc, à l'époque, les hélicoptères décollaient et atterrissaient à partir de porte-avions. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée d'essayer ça sur un navire beaucoup plus petit. On a donc démantelé l'arrière du navire, on a installé une plateforme expérimentale. C'est là qu'on a fait les premiers essais. Et pourquoi est-ce qu'on a donné le canon et d'autres artefacts à la ville de Buckingham? C'est parce que durant la Deuxième Guerre mondiale, le club Lyon avait parrainé les marins du navire. Donc, il y a des femmes qui recueillaient des vêtements, par exemple. Il y en a qui tricotaient des mitaines, des tuques, des choses comme ça. Et on envoyait tout ça au capitaine du navire qui, lui, pouvait les distribuer aux marins à l'époque. Et donc, c'est pour remercier la ville de Buckingham d'avoir pris soin des marins du Buckingham durant la Deuxième Guerre mondiale. On a remarqué, au cours des derniers mois, des dernières semaines, la place que prend la femme, notamment dans le monde politique. Vous parlez de femmes. Quand on pense à la guerre, la Première, la Deuxième Guerre mondiale, oui, on pense à tous les hommes qui sont allés combattre, mais il y a aussi les femmes qui ont participé à ça, et je pense que c'est important de le mentionner. Oui, malheureusement, autrefois, quand on essaie de se remémorer les épisodes, par exemple, des guerres, tout ça, les historiens ont tendance à aller sur les batailles. Bon, telle bataille, mais en faisant ça, on oublie bien des choses. Entre autres, le rôle très important que les femmes ont joué et le rôle très important que ceux qui n'ont pas été à la guerre, par exemple les hommes qui étaient plus âgés, vont jouer aussi à l'arrière-pays
Parce qu'il ne faut pas oublier que Napoléon a découvert très vite, quand il a fait ses campagnes, que c'est bien beau avoir des troupes à l'avant pour se battre, tout ça, mais ça prend tout un système logistique à l'arrière pour être capable de fournir ces gens-là à l'avant. Donc, dans le cas de la Première, Deuxième Guerre mondiale, le système logistique, bien souvent, était ici, au Canada. Les femmes vont faire des ouvrages que les hommes faisaient traditionnellement dans les usines et tout ça. Ici, à Buckingham, on a eu le projet 29, où ce que la compagnie Arco fabriquait des grenades fumigènes pour l'effort de guerre. La plupart des grenades fumigènes qui ont été utilisées durant la Deuxième Guerre mondiale par les troupes canadiennes, australiennes, nouvelle-zélandaises et britanniques venaient de Buckingham. Et ont été construites, ont été conceptualisées par des femmes. Oui. En grande partie, notamment. Il y avait une équipe d'environ 300 femmes qui, sur des quarts de travail, qui travaillaient 24 heures par jour, 7 jours semaine. Le jour du souvenir, c'est la thématique de notre émission. Et je me permets de vous poser la question, le jour du souvenir, est-ce que les gens se souviennent réellement ou est-ce qu'on n'a pas tendance à oublier un peu? Je dirais en observation et en même temps en faisant des recherches, si je me fie sur des articles de journaux récemment, là, dans les dernières semaines, c'est plutôt à la baisse. Donc, ça s'en va un petit peu vers l'oubli, mais il y a des explications quand même rationnelles pour expliquer le phénomène. J'expliquais au début de l'émission que durant la Première Guerre mondiale, il y a environ 7 de la population qui était au combat. Ce qui veut dire, quand ces gens-là sont revenus, que le réseau de contacts était immense, là. On parle peut-être 25, 30, 40 de la population qui pouvait dire bien, j'ai quelqu'un que je connais, j'ai un parent, etc., qui a participé à la guerre. Quand la population va augmenter et que le nombre de soldats qui vont être envoyés outre-mer va diminuer, bien, ça va avoir un effet. Les réseaux vont diminuer tranquillement. On a aussi un effet d'aménuisement des anciens combattants, c'est-à-dire qu'il n'en reste plus d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Ils ont tous quitté. La Deuxième Guerre mondiale, il nous en reste très peu. Ils sont tous rendus dans les 90. Donc, ceux-là aussi ils disparaissent tranquillement. Et si on regarde, par exemple, comme ce que je disais, le conflit en Afghanistan, où ce que ça représente 0,1 de % de la population. Mais là, il y a beaucoup moins de gens qui peuvent dire « Ah oui, j'ai un parent, j'ai une connaissance, j'ai quelqu'un que je connais. » Donc, c'est quelque chose qui joue. Par contre, durant le conflit d'Afghanistan, qui est quand même très récent, il y a un nouveau phénomène qui va arriver. C'est-à-dire que quand on va avoir des gens qui vont décéder au combat, ils vont être rapatriés au Canada par avion, à la base de Trenton, qui est en Ontario. Et là, la dépouille, ça va être un convoi funéraire qui va partir de la base de Trenton et s'en aller jusqu'à Toronto pour que différentes choses soient faites administrativement, etc., avec la dépouille. C'est un parcours d'environ une centaine de kilomètres. Et ce parcours-là, sur la 401, va devenir ce qu'on va appeler éventuellement l'autoroute des héros. Et ce qui va arriver d'extraordinaire, c'est que de parfaits inconnus vont se passer le mot quand il va y avoir un décès. Et on va aller spontanément porter respect à la dépouille du soldat qui va passer, etc. Donc, c'est possible, justement, d'avoir un regain de respect pour les gens qui se sont sacrifiés. Donc, si je comprends bien, je reviens à ce que vous avez dit il y a quelques secondes, ça prend des gens qui ont participé à la guerre pour s'y intéresser. Il y en a de moins en moins, mais est-ce que la raison d'être du jour du souvenir devrait être totalement autre chose, que c'est pas nécessairement pour mettre... Oui, c'est pour mettre en lumière le travail des combattants, d'être avec les gens qui ont été à la guerre, mais ça devrait être aussi autre chose, de se rappeler des gens qui ont mis des efforts. C'est un devoir de mémoire. On se doit de se remémorer tout ce que nos compatriotes ont fait à travers les 100 dernières années et les années à venir aussi. C'est donc un devoir intergénérationnel qui est complètement indépendant du fait qu'on connaisse ou ne connaisse pas la personne. Cependant, il faut quand même être honnête. Depuis 100 ans, les méthodes, la façon de commémorer le jour du souvenir ont très peu changé. Donc, il serait peut-être temps de faire les choses peut-être d'une façon différente pour, entre autres, aller chercher les nouvelles générations, les intéresser. Il y en a eu, bon, comme je le disais tantôt, il y a eu beaucoup de cérémonies pour célébrer cette journée-là. Vous dites qu'il y aurait place à innovation, à amélioration. Comment on pourrait présenter ou intéresser les gens davantage durant cette journée du souvenir-là?
Bien, je vais lancer une nouvelle idée. D'ailleurs, j'en ai parlé très, très brièvement samedi, qui était le 11 novembre, avec 2 de nos politiciens. Je vais en parler avec un troisième pour faire certain que les 3 niveaux soient informés. Mais essentiellement, l'idée que j'ai eue, c'était que, entre autres, pour célébrer en 2018, qui va être exactement le 100e anniversaire de l'armistice de 1918, pourquoi est-ce qu'on ne s'y prend pas un petit peu différemment pour commémorer la chose? Et ce que je propose, il y a traditionnellement, on a 2 minutes de silence à travers toutes les cérémonies qui se passent. Moi, je propose de garder 2 minutes de silence, mais de le mettre un peu plus solennel, en s'immobilisant où ce qu'on soit à travers le Canada. Donc, on se synchronise d'une façon quelconque. Le Musée de la guerre a d'ailleurs une application pour téléphone intelligent que le 11 de novembre à 11 h, dans la salle du souvenir, qui contient la pierre tombale originale du soldat inconnu, il y a une fenêtre qui permet, quand la journée est ensoleillée, au soleil, au rayon du soleil, de tomber exactement sur la pierre tombale à 11 h le 11 novembre. Donc, avec les téléphones intelligents, la population canadienne, on pourrait se synchroniser à travers le pays et s'immobiliser pour 2 minutes en signe de respect. Donc, vous lancez cette idée-là pour ce 2 minutes d'immobilisation, de silence. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable à l'échelle du pays? Je suis certain que c'est réalisable. Quand que je prends en constat justement le fait que de parfaits inconnus ont pris le temps d'aller porter respect aux dépouilles des soldats canadiens qui sont décédés en Afghanistan, il s'agit simplement de passer le mot. Et moi, je suis certain que tous les Canadiens, où qu'ils soient dans un édifice, qu'ils soient sur la rue, même en véhicule, si c'est sécuritaire, on pourrait se ranger sur la droite, par exemple, pour un petit 2 minutes. C'est 120 secondes, une fois par année. L'idée est lancée. Puis si on ne lance pas d'idée, ça ne vient pas à terme, hein, ça c'est certain. Puis on vous souhaite que cette idée-là voit le jour éventuellement. Vous êtes président de la Société d'histoire de Buckingham. Je veux savoir, est-ce qu'il y en a beaucoup des artefacts qui sont reliés à la guerre chez vous? Quelques-uns. Et il y a 2 raisons pour ça. Pour commencer, les gens y tiennent à garder le souvenir. Et deuxièmement, il y a certains souvenirs qui sont un petit peu indésirables. Par exemple, des munitions, des explosifs, des choses comme ça qu'on ne désire pas vraiment les avoir dans le musée. Mais du côté de ce qu'on possède, on possède le casque d'un des marins qui a servi sur le Buckingham, par exemple, son casque d'acier. On possède aussi une partie d'un vieux émetteur-récepteur, ce qu'on appelle communément là, un walkie-talkie. Là. On a environ la moitié du walkie-talkie, qui, en passant, c'est une invention canadienne. Durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est les Canadiens qui ont inventé une radio où ce qu'on pouvait porter à l'époque et s'en servir et parler. C'était la voix, en plus, c'était pas du code Morse qu'on avait. Là. Invention qui est quand même utile encore aujourd'hui. Oui, ça s'est miniaturisé. C'est seulement quand un morceau au lieu d'être en 2 parties comme que c'était à l'époque, mais ça sert encore d'une façon extraordinaire à communiquer. Tous les premiers répondants en ont, les ouvriers en ont, donc c'est une invention de guerre qui sert pour la... Et on a aussi 1 ou 2 lettres de soldats durant la Deuxième Guerre mondiale qui ont écrit à un moment donné, soit au Buckingham Post ou encore à un parent, quelque chose comme ça. C'est que ça fait partie des quelques artefacts qu'on a de la guerre. Il reste 2 minutes à l'émission. Je veux savoir qu'est-ce qui s'en vient comme nouveauté ou comment ça se déroule en ce moment à la Société d'histoire de Buckingham. On a une belle primeur, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle exposition temporaire. Cet été, on avait, dans les étudiants qu'on avait avec nous, il y a une jeune personne qui est en train d'étudier en muséologie et elle a monté une exposition temporaire sur un cabinet de curiosité. Donc, on a regardé à travers notre collection et on a trouvé les artefacts qui étaient un petit peu inconnus, bizarres, etc. On les a mis dans un présentoir. On a fait aussi des panneaux dans le genre de mots croisés, mais ce sont des mots où ce qui manque des lettres. Et pour donner les réponses et les indices, on a tout fait un montage vidéo. Donc, les gens peuvent regarder les objets, peuvent essayer de deviner, ils sont numérotés, ils peuvent essayer de deviner à quoi ça servait, qu'est-ce que c'est la nature. Et avec les indices des mots, ils peuvent essayer de trouver. Et en tout dernier, on met le vidéo qui est environ 12 minutes et on se trouve à donner les réponses. Donc, si vous êtes intéressé, amenez vos grands-parents. C'est probablement qu'ils vont être capables de vous donner les bonnes réponses. On ajoute ça à l'agenda pour les gens qui veulent avoir plus d'informations au sujet de la Société d'histoire. On le fait de quelle façon? On va sur le site Internet histoiredebuckingham.com et là, on voit les horaires, on voit nos disponibilités. Il y a un courriel aussi. Vous avez des questions, il y a un numéro de téléphone, toutes sortes de choses pour essayer de nous rejoindre. Et quand on le peut, ça nous fait un plaisir de répondre.
Michel Riberdy, vous êtes président de la Société d'histoire de Buckingham. Ça a été un plaisir de discuter avec vous au sujet du jour du souvenir. Merci d'avoir été avec nous. Félicitations encore une fois pour ces médailles-là que vous portez fièrement sur votre veston. Merci, on se revoit bientôt. Merci à vous aussi. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour Tribune locale. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Au début des années 1900, l'usine de pâtes mécaniques, aussi appelée pulperie, va progressivement remplacer les deux scieries de Buckingham. Érigée en contrebas de la rue Georges, la pulperie McLaren sera en fonction jusque dans les années 30, où elle sera modernisée pour devenir ce qu'on appela le slasher. C'est à cette époque qu'on replaça les anciens mécanismes pour empiler les billes par des empileurs modernes. C'était des empileurs avec des grosses chaînes que le bois arrivait là, puis on pouvait les diriger comme... on avait plusieurs tas de piles de bois. Puis les stackers, c'était comme des grosses chaînes qui montaient le bois dans les airs, que ça tombait pour former la pile. L'usine sera détruite en 1960, mais les vestiges peuvent toujours être vus sur la rive ouest de la rivière. Ici, on peut voir l'escalier qui servait pour faire des inspections sous les piles de 2 pieds ou les réparations. C'est l'escalier en béton qui nous permettait de se rendre sous les piles puis pour vérifier le mécanisme du convoyeur, l'inspection, réparation, ainsi de suite. Le convoyeur se situe en dessous des piles de 2 pieds qui amenaient le bois de 2 pieds à la meulerie pour passer dans des pierres qu'on peut faire de la pâte. Au début de la saison, ça allait bien parce qu'on les faisait tomber, ça tombait puis ça s'empilait, mais plus ça allait, plus nos piles étaient trop pleines. Fait que là, il fallait installer des grosses tables pour enligner le bois, ce qu'on voulait l'avoir à partir de la place la plus haut des stackers pour pouvoir faire les piles encore plus grosses. La technologie de ces grues a été dupliquée à l'usine McLaren de maçons de l'époque. Elles ont été en fonction jusqu'en 1993, puis éventuellement remplacées par des modèles plus modernes.